Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ce que sont les oméga 6. Donc je suis le docteur Vincent et aujourd'hui au sommaire de cette vidéo nous allons partir à la découverte de la deuxième partie de notre série sur les piliers nutritionnels de l'immunité. Aujourd'hui donc les acides gras appelés les oméga 6. Donc dans cette vidéo nous allons découvrir ce que sont les oméga 6, nous allons voir ce à quoi ils servent, nous allons découvrir ce dans quoi nous pouvons les trouver dans notre nutrition et enfin nous allons nous intéresser à une petite fable on va dire écologico-médicale ou comment un équilibre biochimique entre oméga 3 et oméga 6 nous renseigne sur l'état du monde et l'état de notre santé. Donc que sont les oméga 6? Les oméga 6 ce sont des lipides, c'est-à-dire que ça appartient à la grande famille des matières grasses, on va dire. C'est-à-dire l'huile, le beurre, le gras de cochon, tout ça c'est du gras. En règle générale, le gras va nous servir à stocker de l'énergie, mais dans le cas des oméga 6, on est sur une fonction légèrement différente que nous allons bientôt découvrir. Il y a de très nombreuses molécules qui s'appellent oméga 6, qui font partie de la famille des oméga 6, mais la molécule la plus importante ici, dans notre cas en relation avec l'immunité, s'appelle l'acide arachidonique. Donc je vous laisse imaginer à partir de quel aliment on a pu mettre en évidence cet acide gras pour la première fois. À quoi donc servent ces acides gras de type oméga 6? Eh bien, leur fonction principale est dans l'immunité. Et précisément dans leur immunité, ils vont avoir un rôle primordial dans l'initiation de l'inflammation, de la réaction inflammatoire. Alors en soi, les oméga 6 ne sont pas des molécules inflammatoires en soi, mais ce sont des précurseurs de molécules qui, elles, porteront un message inflammatoire. C'est-à-dire que c'est à partir des oméga 6 et surtout de l'acide arachidonique que l'organisme va fabriquer des molécules qu'on appelle les cytokines, qui, elles, vont proposer un message pro-inflammatoire dans l'organisme pour initier la réaction de défense et de contre-attaque. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une membrane cellulaire, c'est-à-dire ce qui fait le tour de la cellule, ce qui définit l'extérieur de l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce que nous avons? C'est que dans cette membrane, par endroits, nous avons des acides gras, dont des acides gras de type oméga 6. En cas de message pro-inflammatoire, nous allons avoir l'activation d'une enzyme que l'on appelle la phospholipase qui va transformer notre oméga 6 en acide arachidonique. Et à partir de l'acide arachidonique, l'organisme, par le biais d'autres réactions qui sont médiées par des enzymes, va produire des groupes de molécules pro-inflammatoires que l'on appelle donc les cytokines et qui précisément ici sont des leucotriènes, des prostaglandines et des prostacyclines. Ces molécules-là sont extrêmement importantes parce qu'elles vont se diffuser d'abord dans la cellule, puis dans le reste de l'organisme, afin de propager le message inflammatoire, ce qui va permettre de, par exemple, recruter des globules blancs supplémentaires, de dilater le secteur vasculaire de façon à ce que la circulation sanguine soit plus rapide et qu'on amène plus facilement des troupes sur place, et vont entre autres aussi activer les fonctions de coagulation, parce que l'inflammation a une relation importante avec l'agression, avec l'attaque, et donc l'attaque peut être aussi, on va dire, de type mécanique, peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va peut-être saigner, et donc il faut préparer l'organisme à réagir par rapport au risque d'hémorragie. Dans ce cadre-là, ce qui est très intéressant de voir, c'est que, en fait, comprendre cette chaîne-là, même si vous n'avez pas du tout besoin de comprendre les choses dans le détail, mais vous allez voir, ça nous renseigne sur certains mécanismes que l'on connaît déjà. Par exemple, comment est-ce que le venin d'un serpent, par exemple, peut fonctionner? Eh bien, le venin de certains serpents, en fait, va activer la phospholipase et donc va précipiter une réaction de type inflammatoire alors qu'elle n'est pas nécessaire et générer localement de la douleur, par exemple. A l'inverse, nous allons avoir l'aspirine qui, elle, va aller inhiber la cyclooxygénase et qui va donc bloquer une grosse partie de la chaîne inflammatoire, ce qui fait qu'en cas de douleur, en cas de problème inflammatoire, en fait, l'aspirine va abaisser la réaction inflammatoire parce qu'elle bloque l'émission, la fabrication de messagers inflammatoires. On comprend aussi que l'aspirine va avoir une action d'inhibition indirecte sur certains facteurs que l'on appelle le thromboxane qui va dire, stimule la réaction plaquettaire. Ce qui fait que si on bloque la production de thromboxane, eh bien en fait la réaction plaquettaire va beaucoup moins bien fonctionner. Et donc c'est pour cela que l'aspirine en gros fait saigner. Mais c'est aussi pour cela que l'on va donner de l'aspirine à des gens qui auront des tendances on va dire, à faire des caillots de façon un petit peu trop fréquente et de façon dangereuse. C'est-à-dire que l'aspirine peut être donnée dans le cadre de la prévention des infarctus ou la prévention de certains types d'accidents vasculaires cérébraux.
Hein, vous voyez, donc c'est intéressant toujours de regarder les choses un peu dans le détail, parce qu'au moins on peut voir en gros à quoi vont correspondre l'action de certains médicaments ou de choses négatives comme les venins. L'oméga 3 et oméga 6 font partie de la même famille, ce sont des acides gras. Et on a juste une toute petite différence de chaîne pour qualifier la différence entre ces types de molécules. Et il se trouve que l'équilibre en apport entre les oméga 3 et les oméga 6 est absolument fondamental. On en a déjà un petit peu discuté dans la vidéo précédente, on va le voir un petit peu plus en détail aujourd'hui. On va dire les optimums précis ne sont pas parfaitement clairs. C'est peut-être sans doute entre un oméga 3 pour un oméga 6, voire peut-être un oméga 3 pour 4 oméga 6, sachant que les oméga 6 sont beaucoup plus fréquents dans la nourriture, même dans les nourritures de type, on va dire, ancien. Donc globalement, on a cet équilibre-là, ce qui fait qu'on va avoir un système immunitaire qui, lui, n'est pas en surtension, n'est pas en sous-tension. Il est à l'équilibre, il est prêt à réagir, mais il ne va pas non plus se suractiver. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir cette notion-là. Pourquoi en fait? Eh bien, on le découvre en regardant encore une fois les choses dans le détail. Donc si l'on reprend un peu le schéma de tout à l'heure et que l'on voit de nouveau toute la chaîne de réaction qu'il y a du côté pro-inflammatoire, eh bien, on peut voir que dans la même cellule, il va aussi avoir des acides gras de type oméga 3 dans la membrane cellulaire. Et en fait, cet oméga 3, lui, va être précurseur d'un groupe de molécules qu'on appelle les résolvines. Et ces groupes de molécules, ce groupe de molécules, lui, va en fait initier le message de fin d'inflammation. C'est-à-dire qu'il est très bon de commencer une guerre, il est aussi absolument indispensable de savoir la finir. Et en fait, les messages de fin de guerre, en quelque sorte, de fin d'inflammation, sont fabriqués à partir des oméga 3. Et le fait est que, ce que l'on découvre, c'est que toutes ces molécules de type résolvine, en fait, sont fabriquées avec l'aide des mêmes enzymes qui fabriquent les messagers pro-inflammatoires. Et là, on voit donc qu'il y a une espèce de rapport de compétition entre les deux chaînes, pro- et anti-inflammatoires, parce qu'il y a l'utilisation dans le cytoplasme de la cellule de même groupe d'enzymes. Ce qui fait que si vous avez un déséquilibre entre les deux, vous risquez d'avoir un déséquilibre très important sur la réponse que l'organisme va donner à une situation inflammatoire. Et donc on voit qu'avec cette histoire de compétition enzymatique, on peut complètement changer l'équilibre interne de l'organisme. Donc nous avons vu que l'équilibre optimal va être quelque part entre 1 pour 1 à 1 pour 4. Un oméga 3 pour un oméga 6, un oméga 3 pour 4 oméga 6, à peu près, dans les apports. Mais ce qui se passe, c'est que dans la nutrition moderne, en fait, nous avons des estimations d'apports qui sont complètement déséquilibrées. On est plus probablement sur du 1 pour 10 à 1 pour 40 entre oméga 3 et oméga 6. Pour quelle raison? En fait, les oméga 6 sont très faciles à trouver dans notre nourriture. Il n'y a pas du tout de forme de complexité. À l'inverse des oméga 3 dont on a vu la dernière fois, que eux sont plus compliqués à trouver dans une nutrition de type moderne. Les oméga 6 se trouvent partout, dans l'huile d'olive et dans de nombreuses autres huiles végétales, quasiment dans toutes. On trouve ça aussi dans les œufs, dans les avocats, dans les céréales et dans la viande. Et c'est là-dessus, en fait, que nous allons nous concentrer. Très souvent, on va voir que les oméga 6 sont un peu, on va dire, mauvaise presse dans la littérature générale. On va dire, oh, les oméga 6, c'est mauvais, c'est pro-inflammatoire. Non, les oméga 6, c'est très bon, c'est très important pour la santé. On en a absolument besoin. Sans cela, on ne peut pas générer une réaction inflammatoire de bonne qualité. Par contre, le souci, c'est que nous nous en absorbons beaucoup trop, parce que les oméga 6 sont beaucoup trop présents dans la nutrition, et notamment, en fait, dans la viande, et surtout dans la viande industrielle. Et je tiens vraiment à préciser là-dessus. C'est-à-dire que les viandes de haute qualité, on va dire votre vache qui aura passé sa vie avant d'être abattue, la pauvre, mais avant d'être abattue, aura passé sa vie dans un pré à brouter de l'herbe, de la même façon votre cochon qui aura été élevé et qui aura été nourri à coups de glands de chêne, eux vont avoir des rapports d'oméga 3 oméga 6 qui sont tout à fait favorables. On va avoir des taux d'oméga 6 qui sont extrêmement faibles. Le problème, il vient de là. Ce que vous voyez là, c'est le souci. C'est-à-dire qu'un jour, on a décidé de commencer à vouloir donner à manger du maïs, parce qu'on avait des surplus de maïs, à des vaches. On a voulu commencer à mettre des cochons dans des espèces d'usines à viande, de la même façon que nous avons mis les vaches dans des usines à viande. On leur a fait ingérer des nourritures qui ne sont pas habituelles
pour eux, dont le maïs. C'est qu'à la base, les vaches ne sont pas faites pour manger du maïs. Les cochons sont un peu plus aptes à le manger, mais malgré tout aussi convertissent beaucoup plus leurs grains en oméga 6 quand ils sont soumis à ce régime-là. Et que de surcroît, les vaches, quand elles mangent du maïs, vont avoir des tendances à développer des kystes de type infectieux, donc on va falloir les bourrer d'antibiotiques. Enfin, tout cela crée un très mauvais système. Et c'est pour cela, en fait, parce que nous nous gavons généralement soit d'huile de très mauvaise qualité, soit de viande de très mauvaise qualité, et en très grande quantité, que nous avons ce déséquilibre très fort entre oméga 3 et oméga 6. Et donc à ce sujet-là, je vais vous inviter à considérer cette espèce de petite parabole moderne qui pourrait presque nous amener à penser qu'il y a comme une forme, on va dire, d'équilibre systémique global entre la façon que nous avons de produire la nourriture, de ce que nous mangeons, et sur notre état de santé propre, général, et sur l'état de santé général, on va dire, de l'environnement, de la planète. Effectivement, si on regarde cette situation-là, où nous avons des vaches, nous avons un couple d'agriculteurs, nous avons un consommateur de viande, vous, moi, et nous avons l'environnement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que globalement, si vous donnez de la merde à manger à la vache, qu'en plus vous la mettez dans une usine à viande, donc elle est bien en captivité, enfermée dans sa cage, dont elle ne bougera absolument jamais, eh bien, d'une part, vous allez produire une très grosse quantité de pollution dans l'environnement, qui elle-même va apporter à son tour un petit peu de mort. Ensuite, vous allez mettre votre couple d'agriculteurs généralement dans une situation financière extrêmement compliquée. Parce qu'on sait que globalement dans l'agriculture industrielle, ce ne sont pas les agriculteurs qui gagnent de l'argent. Ce sont les transformateurs, les distributeurs, mais certainement pas les agriculteurs. Donc vos agriculteurs vont se retrouver tôt ou tard écrasés par les dettes, et on sait ce qui arrive aux agriculteurs qui sont écrasés par les dettes. Ils se suicident. Donc là, encore une fois, ça apporte de la mort. Donc on a déjà de la mort dans la pollution environnementale, on a la vie de la vache qui est absolument catastrophique, avant que cette vie ne soit prélevée, avant qu'elle ne soit tuée pour être mangée. La vie de ces agriculteurs, elle aussi, va être catastrophique. Et in fine, on se retrouve avec dans l'assiette du consommateur, de vous, de moi, du citoyen lambda, de la merde. Et cette merde-là, en fait, va faire quoi? Elle va rendre la personne malade et va créer encore un petit peu plus de morts. C'est quand même assez fascinant de voir que, tout ce que je vous dis est assez évident et réel, et c'est quand même assez étonnant de voir que, en fait, c'est pas une mauvaise pratique isolée, si vous voulez, cette production industrielle de viande, cette consommation massive de viande de très très mauvaise qualité. C'est mauvais pour absolument tout le monde. C'est mauvais pour l'environnement, par la toxicité directe, pollution de nappe phréatique. Il faut à mort nourrir ces vaches en plus, donc on va réserver d'immenses quantités de surface arable pour la nourriture de ces vaches, qui elles-mêmes vont vivre dans des conditions absolument effroyables. Elles vont produire beaucoup de CO2 directement et indirectement, soit par la nourriture pour nourrir ces vaches et produire de la viande, soit directement par la méthanisation de ce qu'elles mangent. Globalement, méthanisation de ce qu'elles mangent, c'est une façon de dire que globalement, elles lâchent des énormes paies de méthane qui effectivement se rajoutent au bilan de gaz à effet de serre. Vous allez avoir des agriculteurs qui sont extrêmement malheureux, qui vont travailler dans ce secteur-là, et vous allez avoir in fine des gens qui mangent cette viande en trop grande quantité, une viande qui rend malade. Donc voilà, je voulais finir cette vidéo sur cette espèce de petite parabole qui va manier, conjuguer l'environnement, l'économie, la santé, de voir que tout cela finalement est assez cohérent, que globalement quand on produit de la merde, quand on mange de la merde, tout cela produit des choses à l'échelle globale qui sont extrêmement néfastes. Alors évidemment, certains vont dire oui, mais tout le monde ne peut pas se permettre de manger de la viande de très bonne qualité. Eh bien si, absolument tout le monde peut se permettre de manger de la viande de très bonne qualité. Il suffit juste d'en manger moins. Parce que de toute façon, nous mangeons beaucoup trop de viande. Pour la santé, il n'est pas nécessaire d'en manger tous les jours, loin de là. 1 à 2 fois par semaine de la viande rouge, c'est largement suffisant. Donc vous pouvez économiser des sous pour acheter de la viande de bien meilleure qualité. Vous ferez non seulement du bien à vos artères, à votre propre corps, vous ferez du bien à des agriculteurs, et même en tirant un tout petit peu la corde, il est vrai, je pense malgré tout que la vie d'une vache qui vivra quelques années dans les prés avant d'être sacrifiée pour être mangée sera quand même bien meilleure que celle
qui passera sa vie très courte dans une usine à viande, qui va saloper tout son environnement et mettre une pression psychologique absolument insupportable sur des agriculteurs. Voilà, d'ici là, d'ici à ce qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera dédiée à la vitamine D, je vous souhaite de passer d'excellentes journées, de profiter de ce début d'été et de cette liberté retrouvée. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très bientôt.